Nous allons maintenant écouter Elie Aliache, qui est fondateur et PDG d'Ito33, ancien élève de l'école polytechnique. Elie Aliache a un BE en philosophie. Il travaille sur la technologie de pricing des produits dérivés et la philosophie de leur marché, et il est l'auteur de Blank Swan, The End of Probability. Et plus récemment d'un livre qui s'appelle The Medium of Contingency, donc plus récent. Oui. Et son exposé portera sur de l'abstraction réelle de la monnaie au concret absolu du marché financier. Merci beaucoup. Françoise, merci de m'avoir invité, parce que moi j'ai découvert Zone Retail effectivement il y a presque un an maintenant, au moment de la sortie de la traduction. Donc j'ignorais complètement l'œuvre de ce philosophe, mais ça m'a illuminé. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je vais me présenter un peu plus profondément. C'est vrai que j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans en étant moi-même trader en bourse, donc trader sur les pits des marchés à la criée, donc en plein dans la mine, quoi, parce que le mot anglais pit, ça veut dire la mine. Donc pour moi, le marché financier où j'ai été trader humain, il n'y avait pas d'algorithme à l'époque, était ce qu'il y a de plus concret, d'autant plus que mon premier jour absolument d'expérience était le 19 octobre 87, donc le jour du crack. J'ai commencé vraiment ma carrière dans le concret absolu, si j'ose dire, parce que le crack, c'est vraiment ce qui n'est pas calculable, ce qui n'est pas algorithmisable, ce qui n'est pas abstractable, ce que vous voulez. Donc pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et après les 20 années qui ont suivi, j'ai effectivement créé cette boîte dans la continuité de ce business où effectivement nous développons des logiciels pour le pricing des produits dérivés, parce qu'il faut dire que les produits dérivés dont je vais essayer de vous parler le plus possible et le moins possible, parce que je ne sais pas si vous êtes familier, vraiment leur industrie a vraiment explosé à partir du crack. Et depuis 20 ans que je développe cette technologie, puisque j'essaie de la défendre dans des publications quand même théoriques, donc des publications soit dans des magazines de finances quantitatives ou de théorie de la probabilité, etc., j'ai un problème qui est que mon ennemi, c'est vraiment la théorie de la probabilité au sens classique du terme, parce que je peux vous montrer un argument plus tard qui dit que les produits dérivés, si on croit vraiment à l'existence de leur marché, sont toujours une sorte d'explosion de tout cadre probabiliste où vous voulez les mettre. Pour résumer, imaginez que vous ayez un algorithme prédictif du marché. Cet algorithme, en principe, devrait vous donner une stratégie pour faire de l'argent de façon algorithmique, donc sûre d'après l'algorithme. On peut démontrer maintenant en finance que ce serait exactement équivalent à assigner une valeur fixe à un certain produit dérivé. Or, mon postulat, c'est que cette valeur, si elle existe, elle doit être mise au marché, et donc le marché va commencer à traiter ce produit dérivé et lui assigner un prix qui va s'écarter de la valeur. Sinon, pourquoi y aurait-il un marché? Donc c'est parce que les marchés sont devenus réflexifs en quelque sorte, à partir du moment où des produits dérivés qui s'étagent les uns sur les autres commencent à être traités, qu'on peut résumer ça en disant que si le marché était prévisible, alors ce serait la fin du marché, quelque part. Et ça, c'est l'argument des produits dérivés qui le met en route. Donc j'étais en plein dans cette réflexion, où pour moi l'abstraction, donc l'ennemi de mon concret, c'était vraiment la théorie de la probabilité. Quand je suis tombé sur cette lecture de Zone Retail, et pour moi, ça a tout fait clic, je me suis dit, tiens, au fond, cette abstraction-là, qui lui situe justement à partir de la monnaie, c'est peut-être quelque part formellement équivalent à ce que moi j'avais compris d'abstrait dans la théorie de la probabilité. Donc je vais essayer de vous faire un parallèle entre les deux. Et on verra pourquoi, en fait, le fait de fonder ça sur la monnaie peut donner un avantage et une solution à mon problème. Donc je commence par le challenge qui m'est souvent fait, enfin, que même j'ai pu lire parfois, c'est que les gens ont plutôt tendance à penser que le marché financier est le cas le plus accompli, donc au contraire de l'abstraction, de la numérisation et de l'automation, car il n'est, pense-t-on, constitué que de nombres de générateurs aléatoires et d'automates de trading. Donc ça, c'est la doxa, mais moi, je vais bien sûr dire que non, ce n'est pas le cas. Donc là, j'ai prononcé les mots-clés qui sont abstraction, numérisation, automation, technologie, bien sûr, et bien sûr, sous-jacent à tout ça, capital. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'après la lecture de Zone Retail, j'ai été plongé l'été dernier dans la lecture de cet ouvrage, donc qui est sorti aussi cette année, je ne sais pas si vous en êtes familier, que lui, alors là aussi, j'ai lu au microscope quasiment, qui s'appuie aussi sur Zone Retail, mais surtout... Donc Jean Viulac, qui est un philosophe, comme vous savez, commence en fait cet ouvrage par une grande dissertation sur la mécanique quantique. Comme je suis physicien de formation, ça m'a un peu attiré. Mais surtout, il fait cette critique du capitalisme comme étant une chose abstraite, donc qui n'est pas une bonne chose pour cette raison.
Donc là, je le cite, « Le capitalisme est un dispositif spéculatif au sens exact où Hegel l'a conçu. Il est, comme le dira Derrida, un processus de métaphysicalisation, d'abstraction et d'idéalisation, et il ne peut donc être lui-même compris qu'à partir d'une pensée spéculative. » Il continue ailleurs. « Il est d'autant plus important de le souligner que son développement contemporain déchaîne cette puissance d'abstraction, de virtualisation et de numéralisation, d'abord par la domination de la finance, du capital fictif et de ses pures chimères, donc là, attaque directe, ensuite par l'automatisation de cette finance dans le trading à haute fréquence par lequel elle s'identifie à un réseau de serveurs informatiques dont les logarithmes, et il voulait dire algorithmes, décident des ordres d'achat. » Je cite là Françoise, aussi dans sa préface, « À l'heure de la dématérialisation de la monnaie et de l'omniprésence des technologies informatiques, donc il y a toujours ce thème de l'omniprésence de la technologie informatique, l'analyse de Sondretel touche aux questions essentielles. C'est la question de savoir si l'utopie numérique dans laquelle donc nous vivons et dont la finance serait un avatar, n'est pas, ce qui est en jeu, c'est la question de savoir si l'utopie numérique elle-même n'est pas qu'un avatar de l'histoire du capitalisme. L'analyse historique et matérialiste de Sondretel qui interroge l'autonomie de l'intellect et partant l'autonomie, l'automatisme de la raison scientifique et technique, en la situant dans l'histoire du capitalisme, rencontre aujourd'hui la question de l'avenir de l'humanité et celle de sa capacité à reprendre la main. Donc finalement, c'est grave quelque part, puisque la suite logique de tout ça, c'est l'autonomie, l'automatisme de la raison scientifique, et si ça se trouve, cet automatisme va faire que l'homme va perdre son destin, parce que j'imagine que c'est la machine qui va donc prendre le relais. Je passe très rapidement sur le déroulé de ces raisonnements. Donc là aussi, je cite Viewlak. « Aucune pensée du capitalisme n'est suffisante qu'il interroge son rapport à la technique. On ne comprend pas le capitalisme si on ne prend pas en compte cette puissance de l'idéalité et on ne comprend pas davantage l'informatique, la cybernétique, la physique quantique ou le spectacle, c'est-à-dire notre époque. En quoi le capitalisme est accomplissement de la métaphysique et du logos grec. Mais, dit-il, l'élaboration même de la métaphysique en Grèce ancienne était en connexion secrète avec la monnaie. La monétarisation des échanges va donner une existence matérielle à cette abstraction et ainsi paradoxalement en matérialiser l'immatérialité, d'où l'importance, dit-il, de l'œuvre d'Alfred Sondretel qui a étudié justement le rapport entre la monétarisation des échanges et l'idéation théorique. Donc ça, voilà, je vous ai exposé pourquoi finalement monnaie, abstraction, capitalisme et dont l'avatar ultime c'est l'informatique, c'est la cybernétique, c'est évidemment les marchés financiers qui ne sont plus que des algorithmes, Viewlak, etc. Mais moi, ma thèse, c'est non. C'est le marché financier, moi j'argumente, lorsqu'il est augmenté des prix de tous les produits dérivés. Donc c'est là où moi j'apporte ma contribution qui échappe à tous ces lecteurs-là et tous ces observateurs du marché. Donc les gens, les philosophes, la plupart des mortels, ignorent cet aspect massif des produits dérivés qui rendent le marché autoréflexif et qui font qu'il ne peut pas être abstrait. Donc n'est pas une structure abstraite quand il est augmenté ainsi ou automatique, mais une infrastructure concrète qui est en fait alternative à celle du schéma de l'abstraction. Donc moi, je vais essayer de faire un parallèle, vous montrer comment le schéma de l'abstraction, qui sous-tend, disons, la peur des gens, est celui de la probabilité au sens classique, et pourquoi les marchés financiers, non, c'est plus bas que ça, on voit l'infrastructure et on va ailleurs avec les marchés financiers, avec la monnaie, lorsque la monnaie commence à s'appliquer à elle-même et donner la bourse, et donner le monde de la bourse, en fait. Bon, donc j'ai sans doute changé de monde pour faire mon argument, mais voilà. Donc ma proposition, c'est quand Viewlak parle d'abstraction, d'objets, de nombres, de valeurs, d'auto-valorisation du capital, d'autonomisation, d'automation, de machines, etc., il fait, sans le savoir, référence au schéma de la théorie abstraite de la probabilité, qui est effectivement une théorie générale de l'évaluation, parce que c'est en probabilité qu'on a des notions comme valeur présente, quand on calcule l'espérance de gain. C'est en probabilité, je peux vous dire qu'on a des notions qui sont celles d'état du monde, donc l'état qui est un concept abstrait. C'est aussi en probabilité qu'on a, d'après moi, ce qui est vraiment le véritable concept du nombre, qui est en fait la valeur d'une variable aléatoire. Bon, je suis exprès un peu radical, là, je dis que Viewlak, sans le savoir, bon, c'est mon interprétation, bien sûr. Justement, donc, je disais, Viewlak, quand il parle de valeur, il a, sans le savoir, il fait référence à la théorie abstraite de la probabilité. Or, d'après moi, ma conclusion sera que le prix n'est pas une valeur. Donc, n'est pas une valeur. Il n'est même pas un nombre au sens qui fait peur à Viewlak, au sens qui est celui d'être l'input ou l'output d'un algorithme, donc l'input ou l'output d'un schéma d'abstraction. Pourquoi ? Parce qu'il est, d'après moi, le prix, au niveau de cette infrastructure que j'ai dite, le prix est plus vieux que la notion d'état ou de nombre. Plus vieux presque au sens où Derrida dit que la différence et l'écriture est plus vieille que l'être, quelque part. Donc c'est bien Derrida qui parle d'infrastructure aussi. Donc il est plus vieux que la catégorie d'abstraction qui nous donne la notion d'état
ou la notion de nombre, et relève donc de leur infrastructure, parce qu'en fait, il va relever d'une infrastructure alternative. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous dire quelle structure alternative, mais j'ai déjà fait allusion à ça. Donc, pour produire mon raisonnement, j'ai peut-être sans doute avant besoin de redéfinir ce que j'entends par concret, abstrait et peut-être même le réel. Donc, comme je l'ai déjà dit, ma définition de l'abstraction sera celle de la théorie abstraite de la probabilité qui, vous remarquerez, pas plus que l'abstraction réelle de Sondrethel ne relève séparément de la pensée pure ou du monde concret, mais, comme je vous le montrerai, de leur dualité. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard si les notions d'argent, puisque l'abstraction réelle de Sondrethel, c'est bien de l'argent, ce n'est pas un hasard si les notions d'argent et de martingale entrent fondamentalement dans la logique de l'aléatoire. Donc, au fond, quand on regarde un peu la théorie de la probabilité, vous verrez que tout ce qui est argent est intimement lié à la notion du schéma de l'abstraction de la probabilité. Je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer aujourd'hui, mais ayons ça à l'esprit. Donc, mon plan, rapidement, j'ai encore 20 minutes, j'imagine, je vais assez vite vous exposer le schéma de l'abstraction tel que moi je le comprends et tel que je reconstruis ce que ça devrait être maintenant qu'on connaît la théorie de la probabilité, etc. Et après, j'essaierai de vous donner de façon un peu plus technique le cœur de mon argument. Pourquoi donc les trading algorithmiques ne s'appliquent pas au marché, et donc le marché, lorsqu'il est augmenté par les produits dérivés, n'est pas quelque chose qu'on puisse abstraire. Et je n'aurai pas le temps, mais j'avais en tête de vous dire quelle est cette infrastructure concrète alternative qu'on pourrait reconstruire avec le monde de la bourse au lieu du monde des probabilistes. Bon, schéma de l'abstraction. Donc abstrait, concret, réel. Rappelez-vous, j'ai parlé d'une dualité entre concret et abstrait. Dans la théorie abstraite de la probabilité, la réalité, ou en d'autres termes l'espace des possibles, ou le point de vue qu'on a sur le monde, elle est définie à partir d'une dualité entre l'espace grand oméga des issues aléatoires concrètes, petit oméga, et l'algèbre des événements ou abstractions. C'est-à-dire que dans la théorie abstraite de la probabilité, si vous l'étudiez, ce n'est pas les événements qui se produisent, les événements se manifestent, ils apparaissent. Il faut qu'il y ait en dessous de ça une situation concrète qui a lieu, donc une version du monde qui est le cas, et à partir de là, selon le point de vue qu'on a envie de voir, on verra se manifester des événements. Donc il y a bien cette structure sous-jacente. Seule la réalité, qui est le niveau des espaces des possibles et des points de vue, se prête à l'analyse, au calcul, à la mesure, à la pondération et à l'information, donc au calcul de la probabilité. Quant à la situation concrète, donc le monde concret qui m'a fait surgir le cas qui a donné ces manifestations, cette situation concrète sous-jacente, quant à elle, est abyssale et inanalysable. Et là, je recite Sondrethel, ne reconnaître comme réel que ce qui peut se mesurer et se peser, comme l'exige la science galiléenne, coupe court à la question du pourquoi des choses. Donc le niveau des choses, c'est celui de la situation concrète abyssale, alors que le réel, c'est ce qui est abstrait et qu'on peut mesurer. Donc au passage, je commente la distinction entre objet et chose, en disant qu'on peut dire qu'avant l'échange et l'abstraction de la monnaie, il n'existait pas la capacité d'extraire la chose du flux des choses se passant en tant que tel contingent et irréversible et d'échanger cette chose contre une autre. Parce que c'est seulement quand il y a cette possibilité d'échange que l'objet commence à exister. Avant ça, il n'y avait pas la notion d'objet. D'ailleurs, Dulac dit lui-même, l'objet n'est pas la chose, il est résultat de la constitution de la chose par l'idéalité. L'idéation de la chose est finalement son abstraction, puis sa numérisation. Et puis il souligne bien en disant « Le capitalisme est pouvoir de l'objet, non de la chose ». Donc, moi, j'interprète ça en disant d'imaginer l'objet ou de concevoir l'état. Donc, rappelez-vous, l'état aussi, c'est une notion abstraite, dans lequel un objet est censé être, est un acte d'échange et de réversibilité conceptuelle qu'on introduit dans le flux irréversible et inéchangeable des choses sous-passant ou dans le trait irréversible de la contingence ou dans le cas abyssal. Donc, pour savoir ce qu'un objet est, qu'un état dans lequel le monde puisse être, il faut s'abstraire du flux contingent et abyssal du monde concret. Là, je cite par parenthèse le mouvement inertiel tel que Sondrethel, en citant Koyré, l'explique. Le principe d'inertie présuppose la possibilité d'isoler un corps donné de tout son entourage physique et de le considérer comme s'effectuant tout simplement de l'espace. Donc il faut bien isoler l'objet de la situation concrète où il serait pris autrement pour essayer d'abstraire le mouvement. Il faut aussi la conception de l'espace qui identifie cet espace avec l'espace homogène infini de la géométrie euclidienne. Et il faut, c'est ça surtout qui m'intéresse, une conception du mouvement et du repos qui les considère comme des états
et les place sur le même niveau ontologique de l'être. Donc ce n'est pas ontologiquement neutre de dire que c'est devenu des états et le mouvement et le repos, ce sont simplement des choses réversibles l'une en l'autre. Il faut avoir abstrait l'objet de sa situation concrète, parce qu'on ne voit pas dans le monde concret des choses qui vont sans jamais s'arrêter, on voit que des choses qui tombent, qui s'arrêtent, etc. Il faut vraiment avoir fait cet acte d'abstraction. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mot état. Pourquoi ? Parce que là, je vais vous exposer donc, cette opposition entre l'abstraction de l'état et l'abysse concret, en parlant cette fois, donc pour revenir à mes moutons, qui sont les machines et les états dans lesquels une machine est censée être. L'état d'une machine, ou ce qu'on appelle aussi sa variable d'état, est une abstraction, un point de vue que l'on prend sur un arrière-fond indistinct ou sur une situation concrète. Là, je répète un peu la même chose. Quand nous jouons au dé, l'algorithme, donc prédictif, ou imaginez quand on joue au marché n'importe quoi, ne garde en mémoire que les valeurs des faces du dé et non pas la situation absolument concrète, petit oméga, qui est abyssale quant à elle. C'est-à-dire on ne va pas stocker en mémoire le temps qu'il fait pendant qu'on joue, l'état de la gravité sur Terre, le sourire sur notre visage, etc. On pourrait. Donc il n'y aurait pas les états, il n'y aurait pas ces événements sans l'existence de cette situation concrète, mais l'abstraction par définition ne va retenir que ce qui est le jeu, ce qui est du jeu, et que la face du dé et non pas la situation oméga qui la sous-tend. Une machine ne peut peupler ses états que de réponses à des questions bien posées. Donc il faut bien auparavant qu'on soit mis d'accord sur quel est l'espace des possibles, quelles sont les choses qui sont du jeu. L'input et l'output doivent être des variables mesurables. Donc c'est même ça la définition de ce qu'on appelle la mesure en théorie des probabilités. Il ne faut jamais poser à l'ordinateur la question absolument concrète qui est pourquoi. Rappelez-vous le pourquoi des choses. La réalité coupe à ce pourquoi des choses. Et voilà ce qui se passe quand on pose à l'ordinateur la question pourquoi. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette série des années 60, parce que ce personnage-là, qui était le prisonnier, qui lui a toujours dit qu'il n'était pas un numéro, un nombre, donc vous voyez, il était déjà contre les nombres, avait ce jour-là posé à l'ordinateur juste une question qui a fait exploser l'ordinateur. Il a posé à l'ordinateur la question pourquoi. Donc, en fait, faillite de l'abstraction là, parce que c'est la question concrète par excellence. Donc à partir de là, je peux également vous révéler, d'après moi, l'infrastructure qui est cachée sous le nombre qui fait également peur à Eulach et aux autres. Donc les nombres ne font pas qu'apparaître abstraitement dans la machine ou dans la procédure algorithmique, ils sont eux-mêmes produits concrètement par l'acte de mesure et par son infrastructure, ne fût-ce que produits par leur caractère d'être des inputs et d'outputs. Donc il faut bien qu'il y ait toujours un index concret qui me situe tout ça, donc c'est toujours situé. Les variables input-output de l'algorithme, de la procédure, de la machine sont certes mesurables, au sens que j'ai dit là-haut, mais le fait qu'elles aient été attribuées, ou d'ailleurs l'existence, ce qui veut dire aussi l'abolition, parce que l'algorithme, il peut défaillir et s'en aller, d'existence ou l'abolition de l'algorithme, elle n'est pas mesurable, puisque le fait que l'algorithme tout d'un coup fasse faillite ne fait pas partie de l'abstraction que l'algorithme voit. En fait, on peut dire que l'histoire, quelque part, l'histoire avec un grand H, ce n'est que l'histoire des faillites de tous les algorithmes qu'on a eus, et elle n'est que l'histoire des faillites, des conceptions et des images du monde qu'on avait de façon abstraite. Donc, voilà. Toutes les transactions accomplies par les machines, tous les échanges de données, toutes les instances de lecture et d'écriture sont ainsi effectuées dans la monnaie implicite de l'échantillon concret grand oméga qui, lui, est ce qui me situe cet acte-là et qui n'est pas mesurable. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair pour vous montrer comment, en fait, le schéma de l'abstraction doit toujours présupposer cette abysse concrète. Et là, dans les 10 minutes qui me restent, je vais essayer de revenir à ce que j'avais dit au début sur comment, effectivement, dans le marché des produits dérivés, on peut vraiment extraire une critique directe du schéma algorithmique et du schéma de l'abstraction de la probabilité. Donc, je vais donc essayer de vous montrer là que le marché financier, lorsque on l'entend au sens où il est augmenté par tous les produits dérivés, va être une faillite de la notion de l'état. De la notion de l'état au sens de l'état d'une machine ou d'un algorithme. Donc un algorithme prédictif, si on devait supposer que les algorithmes prédictifs gouvernent les marchés, cet algorithme prédictif présuppose des états du système physique ou social qu'il est en train de simuler et des transitions probabilistes entre ces états. Sinon, il n'y aurait pas prédiction, il n'y aurait même pas tout le schéma correspondant.
Mais mon argument, que j'ai très rapidement évoqué au tout début, c'est que chaque fois que nous essayons de réduire le marché financier à une telle collection d'états pour essayer de le prédire, pour essayer de faire des algorithmes de prédiction et donc des algorithmes qui doivent rapporter de l'argent, cet algorithme-là serait équivalent à évaluer, donner une valeur fixe à un produit dérivé. Or, moi, mon postulat, c'est que ce produit dérivé, si on peut l'évaluer, même par l'algorithme qui l'évalue, ce n'est qu'afin de le traiter dans le marché concret. Et le traiter dans le marché concret, c'est ça qui va faire, parce que le marché est concret, d'après moi, que son prix va justement varier et s'écarter et me casser l'espace des possibles qui sous-tendait l'évaluation et créer un nouveau possible qui n'existait pas avant, donc qui n'était pas du tout contenu dans la gamme des possibles avant. Donc c'est ça un peu l'argument un peu qui fait que ce sera toujours infiniment incomplet, qu'on sera toujours infiniment impossible à réduire à une collection d'états. Et donc, pour vous illustrer ça de façon technique et peut-être plus vivante, voilà par exemple l'exemple type de l'abstraction. Voilà un cours boursier que j'ai simulé sur mon ordinateur à partir d'un algorithme qui est le plus simple, qui est celui qu'on appelle le mouvement brownien, qui est tellement structuré et tellement bien abstrait que juste un nombre, qui est ce qu'on appelle la volatilité sigma, suffit, donc un seul nombre, suffit à vous produire cette apparence qui a l'air réaliste. Et ça reproduit parfaitement les cours boursiers. Et c'est ça qui fait penser au fait que les cours de la bourse, en fait, quelque part, ne voient pas l'économie réelle, parce que regardez, c'est juste que des nombres, la volatilité, qui résume tout l'historique du cours d'une action, d'une boîte, et qui donc s'abstrait absolument de ce qu'il y a de concret dans la boîte, ce qui peut arriver, etc. Donc ça donne ce genre de trajectoire. Or, moi, à partir de là, quelle va être ma critique? C'est qu'effectivement, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup trop simpliste de résumer l'histoire du marché à juste un algorithme comme ça, parce que si c'était le cas, si ce nombre sigma résumait donc toute l'histoire de ce cours-là, de cette action-là, alors Black & Scholes, Merton, qui sont trois économistes financiers qui ont reçu le prix Nobel en 1997 et qui ont en 1973 démontré absolument le résultat fondamental pour toute mon industrie, qui est celui auquel j'ai fait référence depuis au moins 3 fois en disant qu'ils ont démontré qu'une stratégie de trading algorithmique appliquée à un certain actif négocié en bourse, comme celui dont je vous ai montré l'image, est équivalente à l'assignation d'une valeur fixe à un produit dérivé écrit sur cet actif. Et effectivement, après la démonstration de ce résultat en 1973, c'est ça qui a fait que tous les market makers, comme j'en étais en bourse, ont commencé à produire des évaluations de ces produits dérivés, et en pensant que ça y est, ils pouvaient les évaluer et à quelque part les acheter et les vendre en tant que valeur, donc hors leur marché. Et effectivement, leur marché est resté gelé pendant 14 ans, puisqu'il était contraint par cet algorithme, jusqu'à la date du crash, au 19 octobre 1987, où l'algorithme de synthétisation, de synthèse de la valeur de ces produits dérivés a fait faillite, donc le jour où j'ai commencé à traiter en bourse, a marqué la faillite de l'algorithme de Black & Scholes et sa logique d'assignation d'une valeur fixe, et ce fut la naissance véritable du marché des options et plus généralement du marché des produits dérivés. Donc c'est là, effectivement, où, à partir de ce jour-là, on a vu que les options n'étaient plus priceables par des algorithmes, mais devaient elles-mêmes avoir leur propre liberté dans leur propre marché. Et c'est bien pour ça que je dis que le marché des produits dérivés, donc qui a vu d'après moi le jour véritablement ce jour-là, les prix des produits dérivés ne devraient pas être les résultats de calcul d'un algorithme, ils ne peuvent pas être des valeurs au sens de l'input et l'output d'algorithmes. Ces prix ne peuvent qu'être donnés indépendamment par leur propre marché qui commence à exister, lequel trouve là sa véritable définition. Donc pour moi, même je vais plus loin en disant radicalement, pour moi je définis le marché financier comme étant toujours la capacité de sortir de tout état de possible auparavant, parce qu'un certain produit dérivé de degré n, si on l'évalue avec les états du monde que j'ai pu abstraire jusqu'à cette étape n, il va sortir en me créant un degré supplémentaire n plus 1. Et c'est ça la définition du marché pour moi même, c'est que par définition, je sors de tout algorithme de prévision du marché. Et je le dis bien là, même si nous supposons que j'ai un générateur aléatoire indépendant des prix des produits dérivés, parce que rien ne m'empêcherait de faire des graphiques comme je vous ai montré pour le premier actif, pour les produits dérivés eux-mêmes, et dire très bien, j'ai juste élargi mon espace des phases, le problème se transporte aux produits dérivés qu'on peut écrire sur les derniers produits dérivés, parce qu'il n'y a pas de fin
à cette chaîne, j'aurais pu vous montrer que c'est effectivement le cas aujourd'hui. Il n'y a pas seulement les cours boursiers du S&P ou de l'Eurostoxx, il y a également les options traitées là-dessus, il y a également des options traitées sur les options, sur les indices de volatilité, etc. Donc ma conclusion, c'est le marché, lorsqu'on l'entend inclusivement de toutes les couches des produits dérivés, les uns écrits sur les autres, ne peut pas être automatisé. Le marché n'est pas réductible à un procédé algorithmique. Et quelle est sa réalité? Donc l'algorithme, entre guillemets, réel du marché financier au sens de sa réalité, consisterait au contraire en la faillite continuelle de tous les algorithmes et de la structure même d'algorithmes. Le marché ne se déroule pas dans le temps des algorithmes, mais dans le temps de leur critique ou le temps de leur genèse. Donc c'est pourquoi, d'après moi, il rejoint plutôt l'infrastructure concrète et abyssale dont je vous ai parlé, qui sous-tendait, d'après moi, le schéma de l'abstraction. Et le marché financier redonne toujours la singularité et la non-reproductibilité au sens de la réciprocité des états dans lesquels un algorithme se trouverait. Et donc la question, c'est le marché pourrait-il être fait uniquement d'infrastructures et non pas de structures? Le marché pourrait-il être uniquement concret et jamais abstrait? Et ça, la condition, c'est qu'il faut jusqu'à l'infini dire qu'il n'y a que des prix, que chaque fois que je m'arrête à un niveau n de l'abstraction, j'obtiens une valeur, mais non, cette valeur, je la replonge dans le marché, ça deviendra le prix d'un produit dérivé. Et si je dis que le marché n'est fait que de tous les prix, jusqu'à l'infini, à ce moment-là, j'ai une situation où j'ai jamais à aucun moment le temps, ni même l'espace, d'arrêter un schéma d'abstraction quelconque. C'est comme si j'étais replongé dans l'abysse concrète du monde, mais de l'autre côté, quoi. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. J'avais prévu une troisième partie, mais on fera ça une autre fois. Merci. Moi j'ai deux questions, une qui est un peu plaisanterie, l'autre qui est plus sérieuse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas enlevé le prix Nobel à Black, Scholes et Merton en 1987 97. 97, pardon. Pourquoi? Oui, on n'a pas enlevé le prix Nobel. Ah, pourquoi on leur a donné ou pourquoi on ne l'a pas enlevé? On le redonner parce qu'on croyait que ce qu'il racontait était fondé, c'est une chose. Oui. Mais quand ça a été démontré que ça reposait sur rien, on n'aura pas enlevé le prix Nobel. Enfin, d'après moi, je dirais que vous avez raison, il faudrait donner le prix Nobel à quelqu'un d'autre qui a démontré autre chose après. Donc je suis d'accord avec vous. Non, mais évidemment, ils ont donné le prix Nobel parce que tout le monde s'est convaincu que leur papier a donné lieu à cette industrie extraordinaire qui est celle des produits dérivés. C'est un jeu. Voilà. Ma deuxième question est plus sérieuse. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas la distinction entre probabilité et incertitude radicale qui était introduite simultanément par Keynes et Oui. Knight dans les années 1921, qui est une distinction très simple et qui à mon sens, est complètement fondée, c'est-à-dire que Oui, c'est vrai. il y a un risque probabilisable qui est la situation dans laquelle vous connaissez tous les états du monde possibles et la distribution de probabilité de ces états. C'est le jeu de casino, c'est la martingale. Oui, oui. Et il y a l'incertitude radicale, vous ne connaissez évidemment pas tous les états possibles du monde, et bien entendu pas leur distribution de probabilité. Et c'est ce qui fonde d'ailleurs le principe de précaution, par exemple. Oui, oui. Non, mais je suis absolument d'accord. Parce que je suis obligé de produire une technologie. Je serais d'accord sur ça pour faire une sorte de critique un peu philosophique du marché vu de l'extérieur. Mais pour peu que on ait mon problème concret, qui est que je dois produire une technologie de pricing des produits dérivés moi-même, je suis obligé, je ne peux pas, parce que l'incertain ne me donne pas des... Il faut que je reste dans des espaces probabilisables. D'abyssal. Oui. Vous mettez le mot abyssal, il y a déjà le mot incertitude radicale. Je suis absolument d'accord, mais il se trouve que les algorithmes que je suis quand même, malgré tout, tenu de livrer, je suis tenu de les livrer à tout moment où l'algorithme d'avant va me sortir du degré où j'étais. Et la théorie financière, qui est celle de la réplication dynamique que j'ai dite, évidemment, se généralise au-delà du chiffre sigma de Black and Scholes. Les algorithmes que nous on a, j'ai la même chose dans des espaces où j'ai des degrés de liberté à 45 paramètres, par exemple. Mais j'ai toujours besoin d'être dans un espace probabilisable, donc absolument classique au sens des probabilités, pour pouvoir valoriser le produit dérivé et livrer ça comme résultat de l'algorithme. Ce que je dis, c'est que le fait qu'il s'en échappe après, on peut l'interpréter en disant oui, le monde est dans l'incertitude essentielle ou radicale. Très bien. Moi, je préfère dire qu'on est dans la contingence absolue. Donc, c'est peut-être la même chose, sauf que pour moi, c'est ontologique plutôt qu'épistémologique. Je vais dire que c'est en fait le monde de marché qui n'est pas réductible au calcul. Je préfère rester dans une discussion ontologique plutôt que ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Voilà.
Sinon, j'ai assommé tout le monde. Oui. C'est marrant parce que vous avez du coup décalé le prix et la valeur dans votre exposé, ce que Marx fait aussi dans les questions de la transformation, mais par contre, vous avez dit que vous n'utilisez pas les termes marxistes de prix et de valeur, c'est ça? Je pense pas, non, parce que sauf inconsciemment. Donc, il faudrait aller voir chez Marx si votre théorie corrobore aussi avec la disjonction entre prix et valeur sur les marchés financiers. Même s'il a sous-théorisé cette question, mais ça serait intéressant. Je suis absolument heureux que cet accès par Zone Rethel m'ait ouvert, comme on en parlait hier, enfin, toute cette prochaine culture et lecture que je vais faire de ces philosophes. Oui, ça m'intéresse, bien sûr. Merci. Est-ce que je vous ai convaincu que les marchés financiers n'étaient pas une abstraction, mais quelque chose de concret, d'historique? En fait, le marché, pour moi, c'est la technologie du futur. Donc, c'est comme si c'était la bande-son de l'histoire. Donc, est-ce que l'histoire est algorithmisable? Non, parce que l'histoire, par définition, ce n'est que l'histoire des faillites de la prédiction. Oui. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Mais vu que vous essayez de nous convaincre que les marchés financiers sont dans un concret, j'aimerais savoir ce que vous pensiez d'une œuvre littéraire, moi qui m'intéresse beaucoup et qui me semble précisément une œuvre littéraire sur l'abstraction, c'est celle de Delilo, et notamment de Cosmopolis ou de chez Sosla, ou qui parle précisément, en tout cas de New York, et de la finance comme univers, et une espèce de volonté de mise en forme, enfin, en tout cas de travail sur, je sais pas, une allégorisation de tout cet univers-là dans ces romans, et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai l'impression que ça va contre, je sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Hein. Ça va contre... Votre propos, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il ne veut pas nous convaincre dans son travail que les marchés financiers sont concrets, mais je sais pas, peut-être que je sais pas ce que vous en pensez vous, ou si vous connaissez bien. Non, je connais pas, enfin, j'ai un peu de nom seulement. Cosmopolis, qui est vraiment... Voilà, donc effectivement, je suis un peu, moi, dans une position un peu délicate, parce que c'est vrai que ce que je décris, c'est quand même très réduit et métaphysique, on en parlait hier, c'est-à-dire que je ne prétends pas que la situation de trader d'options que j'étais pendant 10 ans sur le PIT est une situation représentative du monde que vous connaissez. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que avec le marché financier, ce n'est pas le concret du monde que je rejoins, mais ce serait une simulation du concret du monde et non pas une abstraction. C'est ça en fait ce que je veux, c'est que moi je détecte dans le schéma de pensée une différence structurelle entre ce que j'appelle abstrait et ce que j'appelle le concret qui sous-tend cet abstrait, qui fait toujours sauter cet abstrait. Et ce concret-là, je prétends que les marchés financiers, à cause de la clause de non-calculabilité que je vous ai montré, qui n'est due qu'à la masse des produits dérivés, serait une simulation de ce qu'un concret absolu ou une contingence absolue voudrait dire. Mais ça ne remplace pas le concret absolu du monde, hein. C'est juste une sorte de simulation. Simulation du concret et non pas abstraction. C'est ça, en fait, pour résumer. Je pense que l'idée de simulation, elle est présente chez Delilo, donc vous serez peut-être... Alors, me voilà encore assez perplexe, mais j'ai vraiment envie de comprendre. Et ce que j'ai retenu pour l'instant, ce sont deux moments clés. D'un côté, l'ascension de n à n plus 1, oui, que je crois avoir compris. L'autre, c'est l'existence de la couche 0, hein, que vous appelez les choses, le concret, oui, et que je crois avoir compris également. Mais ce qui m'échappe, c'est, si j'ai bien compris, c'est l'existence de cette couche 0, du concret, qui fait sauter l'abstrait. Et ce lien-là, il m'échappe. Oui, alors voilà, je voulais le couvrir dans la dernière partie, en fait. C'est que si on prend quelqu'un qui est un probabiliste, et j'ai déjà eu ce débat avec des probabilistes qui voulaient à tout prix défendre leur probabilité contre mes attaques, en leur disant, mais écoutez, quand vous jouez au dé, par exemple, et je représente mes états du monde par juste les 6 faces du dé, et tout d'un coup, un météorite tombe sur moi et me tue. Donc c'est typiquement un état du monde qui est hors du jeu. Oui. Donc forcément, la gamme des possibles, je dois la réviser à ce moment-là. Donc eux, leur argument, c'est de me dire, non, c'était pas du jeu, parce que on avait décidé avant que ce qui nous intéressait, c'est simplement de jouer au dé. On n'avait pas pris en compte dans notre espace probabilisable la possibilité qu'il y ait des météorites. Mais ils auraient pu faire ça, parce que justement, la structure de la proba, comme il y a l'espace des épreuves aléatoires, le grand oméga, dont j'ai dit qu'il était inanalysable par définition, parce que l'analyse au sens de l'analyse mathématique, ça va s'appliquer seulement aux valeurs des variables aléatoires. Le grand oméga est justement très commode pour eux, pour pouvoir recalibrer leurs problèmes et me dire, c'est très bien, c'était pas du jeu, mais on rend ça du jeu maintenant, en disant maintenant je vais échantillonner
les possibilités que des météorites nous tombent sur la tête. Donc eux, c'est toujours régressif pour eux, c'est toujours ce qu'on appelle en anglais un backward narrative. Donc dès qu'un événement qui sort de l'ordinaire arrive, on se dit oui, mais on n'avait pas bien compris la situation concrète, on agrandit notre espace, on refait notre lecture, et là on refait marcher la probabilité et tout s'explique de nouveau dans le bon sens. Ah oui, maintenant je comprends mieux, mais maintenant je rejoins parfaitement votre remarque. Alors vous avouez qu'il y a là certains... Oui, mais encore une fois, moi je préfère appeler ça, parce que sans doute influencé par la lecture de Ieyasu, je préfère appeler ça contingence absolue, parce que je veux essayer de trouver un système formel qui rende compte de cette ontologie où la contingence, comme je l'ai dit, est indéfiniment irréversible et il n'y a qu'un trait, elle n'a qu'une seule face en fait. Voilà. Et quelque part, mon argument un peu le plus spéculatif, c'est de dire, comme les marchés financiers, lorsqu'on est dedans plongé en tant que trader, comme justement il n'y a pas de fin, n+1, ça va jusqu'à l'infini, c'est comme si j'étais en contact, non pas avec une abstraction, mais avec le concret absolu, mais à ce moment-là, projeté devant moi comme l'événement absolu avec un grand E. Et aujourd'hui, ma conclusion, c'est pourquoi j'ai dit que j'aime bien qu'il y ait l'argument de la monnaie avant, je pense, après analyse, que cela n'est possible que parce qu'au fond, si on shift vers ce monde-là, qui est celui de la bourse, donc si on suit Sondre Rethel en disant la monnaie m'a donné l'abstraction, mais si elle a été un opérateur de l'abstraction, donc elle n'est pas abstraite, elle est autre chose, elle est dans l'infrastructure. Si maintenant, moi, au lieu de dire la monnaie a donné les maths qu'on connaît, Euclide, la géométrie, etc., mais moi je veux faire la mathématique de la monnaie elle-même et la mathématique financière elle-même, j'entre dans un monde où, quelque part, d'après moi, la monnaie absorbe elle-même toute la vie concrète. Pourquoi? Parce que la monnaie, d'après moi, son autre face, c'est l'hyperinflation qu'on connaissait. Comme elle est l'équivalent général, c'est-à-dire fatalement, comme c'est une matière, elle peut disparaître du jour au lendemain. Donc c'est ça qui, d'après moi, absorbe tout cet oméga 0 qui est le concret, la vis concret, et ça me fait démarrer sur le floor de la bourse où je n'ai pas de résidu concret, je n'ai plus que la chaîne infinie de produits dérivés qui va vers l'avant et non pas en régression vers une recalibration où j'inverse le backward narrative. C'est ça, enfin, le fond de ma pensée. Donc, moi, c'est capital que la monnaie ait son autre face. Comme elle est une matière, c'est qu'elle peut disparaître par l'hyperinflation soudaine. C'est-à-dire que demain, elle ne vaut plus rien. Et c'est ça qui, d'après moi, expliquerait qu'il y a un mouvement sans arrêt sur la bourse et expliquerait qu'il y a les produits dérivés avec toute leur chaîne. Donc, pour moi, c'est comme si la fin du monde avait lieu toutes les minutes dans le marché. Quelque part. Voilà. Merci. Merci pour cette question, parce que en fait c'était ma partie 3 là, que je n'avais pas, évoquée. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, pardon. Bon, alors moi, je me suis rarement posé des questions de finance. Donc, je vais peut-être vous dire quelque chose de complètement aberrant pour vous, je sais pas. Enfin, la question, en fait, Aldo Hessler n'est pas là, malheureusement, et il aurait peut-être été un interlocuteur tout à fait intéressant, puisqu'il a travaillé beaucoup sur la dématérialisation de la monnaie. Il vient de publier un ouvrage où il met au centre de sa réflexion l'avenir de notre société devant la disparition de la monnaie, en fait. Donc blockchain ou... Enfin, dématérialisation au sens, effectivement, où... voilà. À partir du moment où on va passer... Au sens de que ça devient électronique, etc. Enfin, voilà, okay. c'est ça. Oui. Est-ce que ça... Vous pouvez situer ça dans votre propos, ou est-ce que c'est complètement à côté? Oui, c'est vrai que j'ai été fasciné, mais de fraîche date, par l'histoire du Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est finalement de la monnaie, et les gens qui le défendent penseraient qu'il ne serait pas sujet à l'hyperinflation, parce que justement, il n'est garanti par aucun État qui peut faire faillite, etc. Et il y a un passage que j'avais relevé d'ailleurs dans Sondre Rethel où il parle de cette matière qu'on ne trouverait pas sur Terre qui serait la matière idéale de la monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça faisait aucun doute, il parlait de la blockchain sans le savoir, parce que cette matière, au fond, n'est que de la mémoire. Parce que la blockchain, qui est la monnaie, démontre une chose. D'ailleurs, il y a eu un papier il y a 20 ans qui a été fait par un banquier de la Federal Reserve Bank de Chicago qui avait démontré que la monnaie pouvait s'interpréter formellement comme une mémoire. C'est simplement la mémoire de toutes les transactions qui passent de l'un à l'autre. La pièce de monnaie n'est que ça, au fond. C'est même pas une matière, c'est une mémoire, en fait. Donc moi, ça me fascine parce qu'au fond, autant la monnaie qu'on a aujourd'hui, c'est la mémoire de toutes les transactions qui n'ont jamais eu lieu avec cette monnaie-là, autant j'aime à penser que lorsque la monnaie traverse cette barrière de la bourse et me donne les marchés financiers,
Les produits dérivés, pour moi, seraient une sorte de mémoire du futur. C'est-à-dire que j'aimerais que le futur soit tellement concret et non pas prévisible, qu'il soit plutôt écrit que prédit. Écrit au sens d'une archive, donc matérielle, concrète, sauf que ce n'est pas écrit au sens où on le connaît, hein, c'est écrit au sens où ce n'est pas abstrait, c'est justement une mémoire concrète. Donc je me situerai comme ça. Donc vous ne verriez pas la menace de dissolution de la synthèse sociale, parce que son écrit, il y a aussi cette idée très forte que la monnaie, c'est ce qui permet la synthèse sociale. Mais elle n'est pas liée à l'existence matérielle de l'argent. Non, c'est vrai. Théoriquement, non. Alors, je ne sais pas, si maintenant les promoteurs du Bitcoin vous disent qu'on n'avait plus besoin d'aller à la banque, ni d'aller nulle part, ni même de vivre dans un État, parce que tout se passe par les réseaux informatiques, c'est le réseau lui-même qui devient l'entité qui garantit, oui, alors c'est peut-être plus d'atomisation et beaucoup moins de société. Moi, j'aime pas trop le Bitcoin, parce que je suis convaincu qu'il faut quand même une politique monétaire, il faut un État, donc il faut une société, quelque part. Donc, oui. D'ailleurs, la bourse, encore une fois, pour moi, ça n'a rien d'un algorithme parce que c'était une société. J'ai jamais voulu faire de la sociologie des marchés, mais ça me fascine. Moi, j'étais pendant 10 ans trader en bourse. Je peux vous décrire combien c'était une sociologie réelle qui avait lieu en bourse et qu'il y avait des dominateurs, des dominés. Enfin, je suis convaincu que c'est réel comme ça. Sauf que j'ai tendance à vouloir métaphysicaliser mon propos exprès pour peut-être faire la nique aux probabilistes ou autres. Mais dans le fond, la bourse est très réelle pour moi. Et donc sociale. Voilà. Question. Est-ce que c'est une blague en fait. Est-ce que les gilets jaunes ont changé quelque chose à la bourse? Parce que je ne regarde pas moi la bourse. J'ai pas regardé non plus, mais c'est une bonne question. Une bonne question. Non, mais je suis sûr que si, ça a dû faire baisser le CAC 40, il existait. Ouais, si. S'il n'y a plus d'autres questions, on peut faire la pause. Jusqu'à 16h30. Oui, c'est bien. Merci encore. Merci encore, merci à vous.